Euh, Effectivement, vu euh, toutes les figures qui se sont présentées à la primature, et c'est vrai que ça fait très très longtemps que nous avons, sinon je pense même qu'on n'a jamais eu un fils né Congo à la tête de la primature. Il ne sera pas tard, hein, effectivement, pour que un né Congo digne de ce nom-là puisse occuper cette place-là. Donc, je pense que ça peut effectivement être ardu parce que nous avons vu avec les gouverneurs comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, ça sera pas une chose facile de mettre les Bakongo euh, ensemble pour qu'ils puissent choisir un représentant. Ça peut être, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça va être difficile. Mais fermer la porte au dialogue. Moi, je suis quelqu'un épris de paix et de justice, donc je veux pas la guerre, hein, je veux la paix. Si peut-être que la conscience fait que maintenant il veut négocier une paix, eh ben on va pas fermer la porte. Je sais de quoi je parle, j'ai déjà subi des cas où j'ai été frappé directement. Moi, j'ai perdu mon chauffeur qui a été tué par un militaire. Le militaire a été arrêté. Il a été condamné à la peine de mort, mais comme il y a un moratoire, on l'a transformé en peine de perpétuité. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous serons en connexion depuis Kinshasa pour ce nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en connexion avec les États-Unis d'Amérique où nous serons en connexion avec Kinshasa pour parler de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Qui est le participant à notre programme de ce jour? Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu, fils de Papa Charles Kisolokele et membre influent de l'Église kimbanguiste en République démocratique du Congo. Il est aussi président de la fondation Charles Kisolokele qui œuvre dans le domaine socio-humanitaire. Sans plus tarder, je vais saluer notre participant de ce programme. Papa Christophe Kisolokele, nous vous saluons. Je vous salue aussi. Comment allez-vous, papa? Nous allons bien par la grâce de Dieu. C'est un grand honneur de vous recevoir. Nous savons que vous avez de multiples charges et c'est vraiment un réel plaisir lorsque vous répondez à notre invitation depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas. C'est tout le plaisir est pour nous. Parlons maintenant primature en République démocratique du Congo. Beaucoup sont en train d'estimer sur les réseaux sociaux et dans les salons, dans les médias, qu'il est temps que le Congo central puisse occuper la primature de la République démocratique du Congo. Et je veux vous partager sur les réseaux sociaux le nom de Madame la ministre du Plan est revenu, ressortissante du territoire de Songololo dans le Congo central, faisant même le buzz. Nous ne confirmons pas, mais nous ne savons pas, mais ça fait le buzz. Papa Christophe Kisolokele, est-ce que vous pensez actuellement qu'il est temps que le Congo central puisse avoir un de ses dignes fils à la tête de la primature de la République démocratique du Congo? Effectivement, vu toutes les figures qui se sont présentées à la primature, et c'est vrai que ça fait très très longtemps que nous avons, sinon je pense même qu'on n'a jamais eu un fils né Congo à la tête de la primature. Il ne sera pas tard, hein, effectivement, pour que un né Congo digne de ce nom-là puisse occuper cette place-là. Bien entendu que l'essentiel pour moi, ce n'est pas que la personne soit forcément mon Congo. L'essentiel pour moi, que la personne soit compétente vu
toutes les difficultés auxquelles la population est soumise. Alors, je pense qu'il est temps de mettre un Mukongo, certes, mais que ça soit au-delà même du Mukongo, que ça soit quelqu'un de compétent. Je pense que la compétence doit être le maître mot dans cette démarche-là. Mais ma question aussi, est-ce que la RDC est prête, par exemple, et le Congo central, d'avoir, par exemple, une femme, une grande femme, prendre ce siège? Je pense que nous avons déjà eu plusieurs fois des femmes ministres et on a eu des femmes compétentes. Donc aujourd'hui, je pense que oui, nous sommes prêts à avoir un Premier ministre femme. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et quel est le profil d'hommes et de femmes qui doivent composer le gouvernement du second mandat du président Félix Tshisekedi? Eh bien, pour moi, la compétence, mais aussi il faut un caractère de rassembleur. Hein, c'est quelqu'un, c'est une personne, que ce soit femme ou homme, mais c'est une personne qui va œuvrer, qui va travailler dans le sens de rassembler tout le peuple congolais en général, autour d'un idéal et se battre pour cet idéal-là. Donc, les qualités de rassembleur et puis les compétences. C'est ça, je pense, qui doivent être les critères qui doivent nous animer. Et si le chef de l'État, par exemple, nous imaginons désigner cette charge, par exemple, au Né-Congo de pouvoir se choisir un digne fils ou une digne femme pour être à la tête de la primature de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera une mission facile? Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de personnes compétentes. Je crois que ça peut être un exercice assez ardu, vu aussi la composition même du Congo central, qui est composée de trois parties quasiment. Il y a la Lukaya, il y a le bas-fleuve et puis il y a les cataractes. Donc, je pense que ça peut effectivement être ardu parce que nous avons vu avec les gouverneurs comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, ça sera pas une chose facile de mettre les Bas-Congo ensemble pour qu'ils puissent choisir un représentant. Ça peut être, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça va être difficile. Mais peut-être avec les enjeux, vu qu'on nous dit c'est peut-être la chance pour qu'un Congo passe devant pour diriger le gouvernement, peut-être que ce sentiment-là va faire que nous puissions trouver une solution. Mais d'emblée, d'entrée de jeu, je sais que ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas aussi facile que ça. Même avec l'implication, par exemple, de l'église kimbanguiste. Bon, vous savez, sincèrement, en temps normal, oui, l'implication de l'église kimbanguiste, vu l'aura ou la portée morale de cette institution qui représente en fait Papa Simon Kimbangu. Si on prend l'église dans ce format-là, oui, l'église peut jouer un rôle important, mais malheureusement pour nous, aujourd'hui, l'église a un peu perdu de sa puissance à cause du conflit qui perdure au sein de la famille de Papa Simon Kimbangu et de l'église kimbanguiste. Je pense qu'ils ont perdu quand même. Alors, vous savez, quand vous allez enseigner, quand vous allez donner des conseils, il faut que vous-même, que vous soyez en bonne posture, pour que vos actes précèdent même vos paroles. Donc, peut-être la difficulté peut venir de ce fait-là. Mais en temps normal, avec l'église kimbanguiste, une église kimbanguiste rassembleuse, qui met tout le monde autour d'elle, je pense que ça peut être un moyen efficace pour aboutir à effectivement
à un résultat. Et alors, si on faisait appel à la sagesse de Bambuta, tel que Papa Kiwakana et d'autres papas, est-ce que ça ne peut pas aider à faciliter les choses? Je pense que effectivement, tout ce qui peut apporter quelque chose, une solution, une voie, tout peut aider. La sagesse de Bambuta peut aider, comme l'apport de l'Église Kimangis peut aider, comme l'apport aussi des communautés locales, ça peut aider. Tout peut concourir à aider. Mais le vrai problème, c'est maintenant l'état d'esprit. Il faut préparer parce que c'est le temps. Nous avons eu des problèmes durant des années, des décennies. On n'a pas apporté des solutions à ce problème-là. On n'a pas éduqué la population pour qu'on puisse regarder les choses dans la même direction. Aujourd'hui, ça nous est un peu plus difficile de pouvoir agir positivement, efficacement dans ce sens-là. Peut-être que si nos sages se mettent ensemble, ils mettent l'Église à contribution, ils mettent les communautés locales à contribution, ils prennent la société civile, on se met tous ensemble, peut-être que là, ça pourrait aboutir sur quelque chose. Papa Christophe Kisoloke, je ne voudrais pas dire la jeune génération, mais vous, l'actuelle génération, ce ne serait pas vous, l'actuelle génération Né Congo, qui posait plus de problèmes parce que vous avez plus d'ambition, vous avez étudié à l'étranger, vous avez plus de perspectives, que ça poserait problème. Vous êtes venu peut-être casser les codes un peu des Né Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi pas, c'est possible. C'est possible que ça soit la faute de la jeune génération, mais je pense que tout le monde est unanime. Le Mukongo a quand même un certain regard de respect vis-à-vis des aînés. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la jeunesse va se lever et aller combattre les aînés forcément. Je pense qu'il y a des voies de contournement, il y a moyen. Il y a des moyens qu'on peut utiliser pour aller plus vers la conciliation. Je pense que c'est ce qu'il y a. C'est vrai que la jeune génération a des ambitions, mais je ne pense pas que ces ambitions-là vont chercher à écraser ou bien à piétiner ou bien à casser la culture Congo, qui est quand même une culture séculière. Pensez-vous que la constitution de la RDC doit être modifiée pour s'adapter à la réalité gouvernementale, où des ministres élus députés nationaux ont continué à gérer les affaires courantes pendant qu'ils devaient faire un choix de rénonciation à leur poste? Et est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait-il raison de contourner la Constitution à ce sujet précis pour des raisons d'État, par exemple? Bon, je pense que comment dire, pour sauver ou pour sauvegarder l'équilibre dans l'appareil de l'État, je pense que c'était peut-être nécessaire ou important de passer par là. Je crois que l'intérêt qui primait avant tout, c'était le pays, pour sauver le pays. Comment est-ce qu'on va laisser les institutions sombrer? Peut-être dans ce sens-là. Je crois que oui, mais comme je le dis, je pense aussi qu'on peut pas à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, si on peut arranger de façon qu'on trouve des solutions idoines, ça serait bien. Comme ça, on va déjà prévenir. On sait qu'en cas de vacances, voilà la solution, voilà ce qu'on peut faire. On écrit ça, c'est pas un problème. Parce que c'est logique même que les gens qui travaillent dans un secteur comme les ministres qui travaillent, au moment où ils sont réputés démissionnaires, qu'ils puissent gérer les affaires courantes. Je pense que c'est logique. Il n'y a pas de contradiction. C'est tellement logique. Mais maintenant, essayer de mettre ça, que ça soit clair. Que ça soit clair pour qu'on sache que, voilà, dans l'avenir, on peut faire ça. Sinon, on peut toujours utiliser les secrétariats généraux. Ils sont là pour ça aussi, pour essayer de gérer. Mais bon, peut-être que c'est un contexte particulier. Nous sommes en guerre, n'oubliez pas, nous sommes en guerre.
nous sommes agressés et en même temps, la conjoncture ne permet pas peut-être qu'on puisse manœuvrer aussi facilement. Donc, peut-être que le président a jugé que c'était plus facile pour que la machine fonctionne qu'il procède comme ça, c'est tout. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Kinshasa où nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolokele qui est petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Il est le fils de Papa Charles Kisolokele. Il est membre influent de l'église kimbanguiste et il est président de la fondation Charles Kisolokele qui s'occupe des questions socio-humanitaires en République démocratique du Congo. Parlons question sécuritaire, vous l'avez évoqué. Vous êtes aussi membre de la société civile. La société civile a dénoncé des cas d'infiltration et de trahison au sein de l'armée régulière à l'est de la RDC. Et quel est votre regard en tant que membre de la société civile? Si on a détecté ce genre de situation, comme je dis, nous sommes en guerre, nous devons protéger notre pays, notre État. Donc, il faut s'en occuper, s'occuper de ces personnes qui trahissent le pays. Le président Paul Kagame propose de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Faut-il cette fois-ci croire à sa bonne foi et que la question de M23 trouvera une solution satisfaisante pour le pouvoir de Kinshasa? Ça me sera difficile de répondre parce que je ne suis pas dans la tête du président Paul Kagame. Hein? Ça me sera difficile de répondre, mais par contre, je me dis, c'est tout, comme on dit, même comme on dit en droit, mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Est-ce que faut-il le faire confiance? Faut-il le faire confiance? Non, lui faire confiance, je pense que là n'est pas le problème. Il faut écouter ce qu'il dit, ce qu'il propose. Et si ça ne correspond pas avec ce que nous voulons, eh bien, nous allons rejeter ça. Mais il faut jamais fermer la porte au dialogue. Moi, je suis quelqu'un épris de paix et de justice. Donc, je veux pas la guerre, hein, je veux la paix. Si peut-être que la conscience fait que maintenant, il veut négocier une paix, eh ben, on va pas fermer la porte. Mais si il vient pas il nous propose pas quelque chose qui va aller dans ce sens-là, nous serons dans le droit de refuser. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, Jean-Pierre Mamba, ancien député, et certains Congolais ont décidé de rejoindre les groupes rebelles de l'Alliance du Fleuve, alliés au M23. Que ressentez-vous lorsque des compatriotes choisissent de prendre un tel chemin? Faudrait-il le raisonner pour qu'ils puissent rentrer dans les droits chemins? Papa Christophe Kisolokele. Je pense que le vrai problème, c'est les motivations. C'est quoi la motivation? Parce que dans cette guerre atypique, qui dure d'ailleurs, ça fait 30 ans que nous sommes en guerre,
dans cette guerre-là, c'est les populations qui souffrent. Hein, c'est les populations qui subissent les plus grandes pertes. Et ces populations-là qui souffrent, vous avez beau leur expliquer ce que vous voulez, ils vont pas vous écouter. Donc aujourd'hui, nous demandons à nos frères, hein, à tous nos frères qui rejoignent qui rejoignent ces rébellions-là, de revenir à la raison. Mieux vaut venir ici, discuter sur place ici, trouver des solutions. S'il faut, on dit même les linges sales se lavent en famille. Mieux vaut qu'on se batte entre nous que de laisser le flanc à l'ennemi, parce que on a beau conclure des deals, des arrangements avec un pays, avec des pays ennemis, mais demain, qu'adviendra-t-il de nos enfants? Parce qu'il faut toujours pas penser présent. Hein? Il faut changer de paradigme. Il faut arrêter de réfléchir, de penser à la culture de la cueillette. Hein? Aujourd'hui, il faut penser plutôt à la projection, voir de quoi est fait demain. Hein? Qu'est-ce que je vais manger demain? Hein? Donc, il faut changer cette façon de voir les choses. Je crois que sincèrement, je suis pour le dialogue, et au lieu d'aller rejoindre les rangs des ennemis qui font souffrir nos compatriotes, mieux vaut venir se battre à l'intérieur. C'est ce qu'ont fait ceux qui se sont révoltés. Papa Simon Kimbangu s'est révolté contre l'administration coloniale à l'intérieur. Les Lumumba à l'intérieur, que ce soit Papa Tshisekedi. Non, même Papa Tshisekedi, dans son combat, il s'est battu à l'intérieur. Donc, il y a moyen d'influencer, de changer les choses à l'intérieur, pas de marcher sur les cadavres de ses compatriotes pour obtenir une voix, ou bien. C'est ça le problème. Il faut revoir un peu notre façon de voir les choses. L'éveil du moratoire sur la peine de mort en RDC, en tant qu'Église et membre de la société civile, quel est votre regard? Quelle est votre vision sur ce sujet? Le problème, je pense que vous parlez à un homme épris de paix et d'amour, hein, vous parlez à un homme d'église. Donc, je vais pas vous dire comment dire, qu'on tue des gens par revanche. Je veux pas vous dire ça. Surtout que, comme on dit, l'erreur est humaine. Errare humano est. Donc, l'erreur est humaine. Donc, on peut se tromper. Hein? On peut se tromper sur des cas et condamner à mort et tuer quelqu'un innocent. Comment on fait pour attraper ça? Aujourd'hui, je pense que ce moratoire-là doit être maintenu, mais il faut maintenant forcer les gens. Il faut que les condamnations, que la justice soit vraiment une justice, une justice pour tous. C'est ça le problème. Hein, il faut pas que quelqu'un qui fait du mal, on le condamne aujourd'hui, un mois on le condamne à perpétuité, un mois après on le voit qui circule, qui est dehors. Ça, c'est pas bon. C'est pourquoi cette justice doit être, réparée, reconstruite. C'est ça la chose importante. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la peine de mort à l'étape actuelle. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà subi des cas où j'ai été frappé. J'ai été frappé directement. Moi, j'ai perdu mon chauffeur qui a été tué par un militaire. Le militaire a été arrêté. Il a été condamné à la peine de mort, mais comme il y a un moratoire, on l'a transformé en peine de perpétuité. Et je pense que je suis quand même, par rapport à tout ça, je suis en droit de donner un point de vue qui, dans la facilité, je dirais, oui, qu'on le tue, qu'on maintienne le moratoire, qu'on enlève ce moratoire-là. Mais au fond de moi, je sais que je peux pas regarder que moi, que je regarde aussi, que j'analyse aussi pour les autres cas qui peuvent arriver. Alors c'est pourquoi je dis dans la sagesse, je dis maintenant ce moratoire-là, jusqu'à ce qu'on voit un peu plus clair, hein, qu'on voit un peu plus clair dans cette justice. Là, on va réévaluer. Mais pour moi, en tout cas, à mon humble avis, je pense que ça serait bien de maintenir encore le moratoire. Est-ce que ça ne permet pas de dissuader, par exemple, certains compatriotes qui voudraient s'hasarder à s'associer, à trahir et à servir de caisse de résonance à des groupes armés? Non, je pense que la vraie punition aujourd'hui,
c'est la privation de la liberté. Si on arrête quelqu'un comme ça, on le met en prison, on le condamne à des lourdes peines, je pense que les gens vont commencer à réfléchir. C'est tout. Ils vont commencer à réfléchir. S'ils savent que si tu fais une erreur, on peut te mettre en prison, là, les gens vont commencer à réfléchir. Je dis ça parce que je me dis que euh, le risque qu'un innocent, ne fût-ce qu'un seul, subisse cette peine-là pendant qu'il est innocent, je pense que c'est un risque que j'aimerais pas prendre. Ma conscience ne me permet pas de prendre un tel risque. C'est pourquoi je dis c'est mieux de maintenir le moratoire, mais d'exercer des peines qui vont vraiment être exécutées jusqu'au bout. On veut pas voir quelqu'un qu'on a condamné à perpétuité parce qu'il a tué quelqu'un. On veut pas le voir 2 mois, 3 mois après dans la rue. Ça crée, c'est pas bien. Ça crée un sentiment d'injustice. Mais aujourd'hui, si les peines encourues sont exécutées et sont respectées, je pense que c'est déjà assez dissuasif. Il n'y a aucune personne qui veut passer 30 ans en prison parce qu'il a trahi. Personne qui veut accepter ça. On veut tous être libres et jouir de notre liberté. Donc, je pense que c'est assez dissuasif. Il y a des pays qui ne pratiquent pas la peine de mort. Hein, il y a des pays qui pratiquent pas la peine de mort, mais en termes de développement ou de vie sociale, je pense pas nous sommes mieux lotis que ceux qui pratiquent la peine de mort. Et il y a des erreurs, même aux États-Unis, il y a des erreurs aujourd'hui, des erreurs avérées. Il y a des gens qui ont été condamnés ils étaient innocents, ils ont été condamnés. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été tués parce qu'à la dernière minute, on s'est rendu compte que c'était des innocents, ils ont été sauvés. Mais combien sont passés par la chaise électrique, et qui sont innocents? Combien? C'est ça, il faut réfléchir. Nous sommes arrivés à une étape où la société doit réfléchir sur la façon de gérer les problèmes. Et ça serait une grosse erreur que de condamner à mort et d'exécuter directement sans pousser les recherches, sans pousser les enquêtes. Ça va nous faire des erreurs. Surtout que cette justice-là, même le président lui-même l'a dit. Il a dit que notre justice ne fonctionne pas très bien. Et ça demande des réformes. Alors, pendant que nous essayons de réformer la justice, c'est à ce moment-là que vous levez le moratoire sur la peine de mort. Ça n'a pas de sens. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu, fils de Papa Charles Kisolokele, membre influent de l'église kimbanguiste, ainsi que président de la fondation Charles Kisolokele qui vient en aide dans le domaine socio-humanitaire. Parlons cette fois-ci diplomatie internationale. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi devrait solliciter l'aide du président Poutine et tourner le dos définitivement à l'Europe et aux États-Unis d'Amérique sur les questions de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, je pense que, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille.
quelqu'un qui a faim ne peut rien écouter, ne peut rien comprendre, parce que c'est la faim qui motive. Dans ce cas particulier de la Russie, je pense, à mon humble avis, il faut bien peser les choses, parce que il faut pas se lancer dans quelque chose qu'on ne pourra pas gérer après. Donc, il faut être sûr de la direction qu'on veut prendre. Je ne suis pas contre la Russie, contre Poutine, et je ne suis pas contre les Occidentaux non plus, mais je constate simplement que les Occidentaux ont fait beaucoup d'erreurs dans leur gestion de nos relations. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, si nous avons la Russie aujourd'hui, c'est à cause de ces erreurs-là. Donc, je pense qu'il sera bien d'évaluer, de réévaluer pour savoir si aller vers, parce que quand on va vers la Russie, on brise quelque chose avec les Occidentaux, parce que l'Occident est en guerre avec la Russie. Donc, si on va vers la Russie, il faut qu'on se dise, oui, nous allons utiliser les Russes pour tel objectif, pour sauver notre pays, pour sauver notre peuple. Nous allons utiliser les Russes, mais nous mettons à dos aussi les Occidentaux, les États-Unis, la France et tout. Et peut-être, il faut qu'on soit préparé par rapport à tout ça. Donc, ça demande beaucoup de diplomatie. J'espère que nous prendrons les bonnes décisions qui vont nous permettre de bien gérer. Mais sinon, comme je dis, l'intérêt supérieur de notre nation va au-delà de nos préoccupations. Et une fois, j'ai entendu le président Mobutu nous dire, il est prêt à signer un pacte avec le diable pour que la paix règne dans son pays. Vu comme ça, comme j'ai dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Peut-être que ça nous emmènera automatiquement vers ce point de vue-là, mais c'est à nous maintenant d'évaluer, de savoir. C'est vraiment, c'est quelque chose de spécial. C'est particulier comme situation, mais on espère qu'une solution de paix sera trouvée, parce qu'on ne veut pas de la troisième guerre mondiale sur notre territoire. Le gouvernement congolais peut-il continuer à faire confiance à l'Union européenne, voyant les partenariats et les assistances qu'elle continue à accorder au Rwanda? Ben, évidemment, il faut éclaircir nos relations avec ces partenaires-là, parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Il faut qu'on en parle, qu'on discute et qu'on sache vers quoi on va. Et c'est normal. Si on voit pas clair, ben écoute, il faut qu'on arrive aussi à prendre des décisions comme celle-là, la question précédente, sur la Russie et tout. Il faut, parce que on veut pas aussi être les dindons de la farce, comme on dit. Alors, ça nous demande, il faut dire que le président Tshisekedi a beaucoup donné quand même. Il a beaucoup donné à l'Occident pour leur donner la chance de se reprendre. Je pense qu'il est temps qu'on regarde aussi maintenant l'intérêt peut-être de nos peuples, de nos souffrances. Pourquoi les différents rapports des Nations Unies accusant le Rwanda de son soutien au M23 ne sont pas pris en compte par la communauté internationale, notamment la Belgique par exemple, pour condamner et sanctionner le Rwanda comme il en est le cas pour la Russie face à l'Ukraine? L'Ukraine est plus proche de l'Europe, ça c'est clair. L'Ukraine est plus proche de l'Europe. Et de ce fait-là, peut-être que les Occidentaux se sentent peut-être en danger face à la Russie qui est très proche. C'est pourquoi ils interviennent plus rapidement pour l'Ukraine que pour la guerre au Congo qui dure 30 ans quand même en passant. Donc, c'est peut-être la proximité de cette guerre-là qui conditionne leur réaction. Et la Belgique, en tant qu'ancien colonisateur de la RDC, est-ce qu'elle n'a pas le droit de s'impliquer sur la question sécuritaire à l'est de la RDC? Ben, je pense que oui, pourquoi pas. Devoir de rédévabilité, si on peut dire. Normalement, la Belgique devrait s'impliquer, mais aujourd'hui, que représente la Belgique par rapport aux grandes puissances? Aujourd'hui, il faut réfléchir aussi comme ça. Aujourd'hui, la Belgique n'a plus cette force qu'elle avait peut-être dans l'ancien temps avec le roi Léopold II. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui,
la Belgique est moins puissante aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle a son mot à dire sur l'échiquier mondial? Ça m'étonnerait. Aujourd'hui, ce sera difficile, mais éventuellement, la Belgique peut jouer un rôle d'avocat, intercéder peut-être pour le Congo. Est-ce qu'elle le fait? Je ne sais pas. Ce sera difficile à dire. La preuve, on sait que les autorités belges connaissent quand même la situation et sont intervenus quelquefois par rapport à ce qui se passe. Mais on a quand même vu que en Europe, l'Europe a signé un contrat sur les matières premières avec le Rwanda. Donc pour dire que même ça, la Belgique n'a pas été capable de bloquer ça. La RDC a toujours eu des relations particulières avec la France, notamment cette grande nation de la francophonie. Et pourquoi aussi la France ne peut pas plus s'impliquer, tenant compte de la francophonie, par exemple, la langue française étant la plus parlée en Afrique, ici en RDC, même on peut le dire dans le monde. Ben, ça c'est moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a quand même des intérêts. Il y a des intérêts. Et ces intérêts-là font que la France aujourd'hui regarde ses intérêts. N'oubliez pas que avec tout ce qui se passe, tout ce qui se passe en Afrique, avec le Mali, avec le Bénin, avec tous ces pays-là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la France, on peut dire que est un peu en difficulté. Donc, la France va chercher à protéger ses intérêts. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la RDC, c'est majeur. C'est majeur. C'est pourquoi il y a tout ce qui se passe là. Voilà. Même la France aujourd'hui, quand ce sont ses intérêts qui sont en jeu, la France doit privilégier ses intérêts. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolo Kele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu, fils de Papa Charles Kisolo Kele. Il est membre influent de l'église kimbanguiste et il est aussi le président de la fondation Charles Kisolo Kele qui œuvre dans le domaine socio-humanitaire. De commercialisation revient maintenant à la partie congolaise et on a introduit 2 postes nouveaux des adjoints au directeur technique et au directeur financier qui sont occupés par des Congolais. Et pour terminer, j'avais dit 5, je vous donne un en bonus. Pour terminer, un grand apport, un grand point à ne pas minimiser, c'est qu'aujourd'hui, il y a le principe des audits. On ne peut pas suivre le programme sino-congolais si on n'a pas des audits techniques et financiers qui nous disent exactement. Parlons maintenant questions socio-économiques. Réévaluation du contrat chinois à 7 milliards de dollars, dont le gros des projets touche les infrastructures dans la construction de routes en RDC. Que faut-il faire pour que les objectifs assignés aux 2 parties soient respectés, à savoir la partie chinoise et la partie congolaise? Je pense que le meilleur de projet sans des bons animateurs, ça ne donnera pas. Donc, c'est les animateurs qui sont le problème là-dedans. Si on prend des bonnes personnes qui ont vraiment le souci du développement pour ce pays, et là, je pense que les priorités seront connues. Si nous avons 7 milliards, avec un calcul simple, à 1 million de dollars le kilomètre, et nous pouvons très facilement avoir 7000 kilomètres. Si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. On peut avoir 7000 kilomètres. Donc, avec 7000 kilomètres, notre pays sera désenclavé. Et c'est possible. Avec l'argent qu'on a, on va chercher, on va chercher des banques qui vont financer, puisque c'est connu, c'est 300
je pense 350 ou 340 millions qui vont donner par année jusqu'à atteindre 7 milliards. Je pense qu'on peut déjà lever des fonds en avance pour qu'on construise des routes. Moi, j'aimerais bien avoir une route qui partira de Moanda jusqu'au Katanga, qui partira du nord, donc de la province du Nord, Équateur, la Chopo et tout ça, ça passera par le Kasaï et qui va rejoindre la grande route qui pourra emmener dans les deux sens. Si on peut relier toutes ces routes-là et créer des routes agricoles, on va déjà régler une très bonne partie du problème. Parce que notre gros problème ici, c'est que il y a des lieux de production, mais on peut pas les évacuer. C'est ça le problème, c'est ça c'est ça même la force des infrastructures routières. Ça permet de créer une économie. Et cette économie-là, c'est ça dont on a besoin. On peut produire autant qu'on veut, mais si on ne sait pas évacuer, on n'a rien fait. La difficulté restera là entière. De plus en plus, la vie est difficile en RDC sur le plan socio-économique, malgré les efforts louables du gouvernement congolais. Pour les ménages, inflation, chômage, taux du dollar, flambée de prix, rareté des ressources financières, transport insuffisant, manque de possibilités pour aller voir un médecin, insuffisance et coupure d'électricité. Quelles sont les pistes de solutions pour répondre aux défis des Congolais? Certes, il y a la guerre à l'Est. Mais la guerre n'explique pas tout. Et je crois que nous avons des plans qui ont déjà été établis. On va pas réinventer la roue. Je prends par exemple, si vous avez eu l'occasion de lire le manifeste de l'Anzele. Ça date des années 67, je pense. Les manifestes de l'Anzele, ça donne déjà des plans qui sont toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on prend ces plans-là, on les met en place, on peut créer une dynamique. Et cette dynamique-là, c'est ce qui va créer la richesse. Et la richesse va permettre au peuple congolais de mieux vivre. Il y aura un petit changement, c'est important. Je pense que tout commence par là. Il faut qu'on prenne le temps et puis les bonnes personnes aussi, parce que nous avons besoin de bonnes personnes pour animer les projets, pour que les programmes du gouvernement puissent prendre place et que le développement puisse nous arriver. C'est important, les bonnes personnes. Nous allons terminer avec justice et mœurs. De plus en plus, la population congolaise est sujet à des questions de mœurs. Comment dissuader la population à ne pas publier sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos intimes? Oui, je pense que c'est un problème, c'est un problème d'éducation. Là où nous avons failli, c'est parce que nous n'avons pas pu donner la bonne éducation. Donc aujourd'hui, ce que vous appelez problème de mœurs, pour certaines personnes, c'est une normalité. Et cette normalité est là parce que la société, nous avons échoué dans l'éducation. Et c'est ça le travail. Le premier chantier, c'est rééduquer la population. Parce que qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire arrêtez, ne publiez plus. Mais si culturellement, dans leur vie de tous les jours, c'est ça la normalité, ça devient un problème. C'est pourquoi moi, je pense qu'on passera par l'éducation pour changer de paradigme, pour changer cette société. On va passer par l'éducation et puis on va progresser tranquillement pour pouvoir impacter positivement dans la société. Sinon, ces choses-là vont aller crescendo parce que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que publier dans les réseaux sociaux. Il y a des ministres qui volent, il y a des députés qui volent, il y a des bandits, il y a des koulouna. Aujourd'hui, ils sont pratiquement encensés. C'est devenu une normalité ici qui est des koulouna dans les quartiers, dans les communes. Ça aussi, c'est des problèmes. Il n'y a pas que publier dans les réseaux sociaux n'est que la résultante de ce manque d'éducation. C'est ça le problème. On doit revenir à l'éducation. À partir de l'école, enseigner les enfants, enseigner, donner autre chose au lieu de cette culture-là qui
tend à banaliser en fait toutes les choses. Est-ce que les droits de la femme ont régressé ou ont évolué en République démocratique du Congo? Je crois que ça dépend de milieux. Dans certains milieux, c'est vrai que ces droits-là ont régressé, mais dans d'autres milieux, on voit quand même que la femme tient sa place, et aujourd'hui, avec la parité encore, des efforts sont fournis pour qu'il y ait une représentativité de la femme, de la femme congolaise. Et je pense que peut-être dans les zones de guerre, dans les zones de conflit, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi je dis qu'il y a une disparité entre ce qui se passe dans les zones calmes et les zones de guerre. C'est pourquoi je me dis, dans d'autres endroits, oui, on fait cet effort-là. Ailleurs, dans d'autres parties de notre pays, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est un travail permanent, hein, ça s'arrête pas. C'est un travail permanent qu'il faut faire pour éduquer la population à ça. Même ça demande de l'éducation. Un mot sur la Fondation Charles Kisolokele. Qu'est-ce que vous faites présentement? Où vous en êtes avec la Fondation? Nous continuons à œuvrer dans plusieurs domaines. On essaye vraiment, c'est vraiment des gouttes d'eau. Mais je me dis, s'il y a plusieurs gouttes d'eau, on pourra peut-être remplir un verre. Donc, nous œuvrons dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, avec nos cliniques mobiles, que ce soit dans l'éducation, avec nos prises en charge que nous faisons pour certains élèves et tout, les recommandations pour les mises à niveau, l'éducation permanente, l'accompagnement pour les jeunes entreprises, pour des projets, nous les accompagnons. Et à part ça aussi, nos logements, on travaille sur les logements sociaux actuellement, et on essaye on a lancé 2 projets majeurs et qui vont permettre l'accès au logement pour les personnes les moins nanties, les fonctionnaires par exemple et les autres. C'est sur ça que nous sommes vraiment, c'est notre projet phare. Un grand merci, Papa Charles Kisolokele, pour votre participation à ce programme depuis les États-Unis d'Amérique. C'est moi qui vous remercie pour nous avoir invités. Nous sommes très contents d'avoir participé et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et je vous souhaite bien des bonnes choses à vous, mon ami, mon fils, mon frère, Symphorien, et que je vous souhaite une très bonne continuation. Un grand merci, Papa Christophe Kisolokele. Merci beaucoup, je vous en prie, mon papa. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion entre le Texas aux États-Unis d'Amérique et Kinshasa en République démocratique du Congo, où nous avons reçu pour vous Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu, fils de Papa Charles Kisolokele, membre influent de l'église Kimbangis, et il est aussi le président de la Fondation Charles Kisolokele. Avec Papa Christophe Kisolokele, nous avons passé en revue les questions d'actualité en République démocratique du Congo. De partout où vous nous avez suivis, soyez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.